Alors, chers amis, en tout cas, bonjour à tous et merci d'assister à ce Eureka Talk, notamment qui est né il n'y a pas très longtemps, mais qui est né en tout cas sous de bons auspices, avec l'idée de pouvoir traiter de thématiques qui concernent les communautés pédagogiques et qui fait aussi le pont entre le monde à la fois de l'éducation, mais le monde aussi de l'entreprise et travailler sur des thématiques communes. Je rappelle que nous avons accueilli il y a 3 semaines notamment un PDG qui est Guy Mamou-Mani pour la sortie de son ouvrage Pour un numérique humain. Et là encore, c'est une autre actualité qui arrive ici, puisque nous accueillons et nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Meyer, notamment. Bienvenue à toi, Olivier, et grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Erwan de ton invitation, ça me fait vraiment très plaisir. Alors, Olivier est professeur des universités, donc à la fois docteur, enfin évidemment docteur, mais aussi titulaire de ce qu'on appelle une habilitation à diriger des recherches. Il est aussi président fondateur notamment de l'observatoire ASAP, qui est un observatoire qui travaille sur des questions d'utilité publique. C'est un chroniqueur régulier, c'est pour ça que ça nous fait plaisir aussi, sur un autre canal qui est Xerfi Canal, notamment pour les sciences de gestion, et pour le Harvard Business Review. Et puis Olivier Meyer a collaboré à maintes reprises, notamment avec le Centre européen d'Harvard Business School, et il intervient souvent aussi dans la revue en tant que tel. Il est l'auteur de très nombreux articles, d'ailleurs c'est un des plus grands contributeurs en France, et l'ouvrage dont il va être question ce soir, le management interculturel, en est à la 8e édition, sachant que c'est un ouvrage qui est sorti il y a 20 ans, on y reviendra donc en 2004, mais la 8e édition sort en ce moment, en tout cas cette année. Et puis par ailleurs, il est directeur de recherche au laboratoire LIFA, qui est le laboratoire de Paris-Est, et dirige plusieurs collections, notamment aux éditions EMS Entreprises, et collections comme Questions de société ou Pratiques d'entreprise. J'espère, cher Olivier, que je n'ai pas oublié trop de choses dans ce long CV, Merci notamment. beaucoup Erwan pour ta présentation. Alors, on va, et je continue d'accueillir les personnes en tant que telles. Aujourd'hui, il y a une thématique particulière qui est la thématique notamment du management interculturel et que j'ai appelé on va voir le management des différences, en tout cas à tous les étages. Et pour introduire cette question, l'idée était d'abord de revenir peut-être à la question de culture, et notamment à cette notion de culture qui est ancienne en philosophie. Elle est un peu plus récente en ce qui concerne les sciences sociales, puisqu'au XVIIIe, mais surtout au XIXe, elle va apparaître. Et par exemple, pour la sociologie, ça a été un élément moteur. Alors, pour certains qui ont quelques souvenirs, on pourra peut-être y revenir si vous le souhaitez, mais je pense à Max Weber, puisque le célèbre sociologue, un des pères fondateurs de la sociologie, faisait un lien très fort entre la religion protestante et calviniste en particulier et la naissance du capitalisme. Et donc, il y avait un lien très concret entre notre système économique et des origines culturelles. Et ensuite, cette notion a été beaucoup plus variée par rapport à ça, et elle a irrigué, et aujourd'hui, c'est un moteur très fort de la partie recherche. Et Olivier, une des premières questions d'ailleurs que je voulais te poser, peut-être faire un petit point direct sur le sujet, comme ça on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Comment se fait-il que les sciences de gestion, tout ce qui concerne plutôt le monde de l'entreprise et des organisations, se soient finalement intéressées très tôt à cette question de culture, dont on pourra peut-être nous rappeler une définition, et d'interculturel, du coup à côté. Qu'est-ce qui s'est joué et à quelle époque à peu près ça s'est joué? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Oui, en fait, ça s'est joué dans les années 80, c'est-à-dire que finalement, il faut bien être conscient que les sciences de gestion sont une discipline relativement récente, Erwan, et qui, pendant un laps de temps important, ont été sous la domination de la discipline de l'économie. Et la discipline de l'économie, qui est aussi corrélée à la finance, a privilégié pendant très longtemps un modèle rationaliste. C'est-à-dire qu'on analysait les organisations sous forme de modèles, sous forme de variables, sous forme d'agents économiques. Et il y avait une tentation assez forte finalement de tout mettre en équation, en modélisation. Et la dimension vivante de l'organisation était beaucoup moins visible et impactante dans les réflexions.
Et je crois, et tu as raison de le souligner, c'est que les sciences de gestion, que tu sais, il y a souvent un débat, qu'est-ce qu'apportent les sciences de gestion par rapport aux sciences économiques? Je pense qu'une des explications vient de là, c'est que les sciences de gestion ont naturellement, au fil du temps, intégré la dimension financière, la dimension contrôle de gestion, la dimension comptable, mais aussi a souhaité intégrer la dimension managériale. D'ailleurs, même si on fait référence au CNU, Conseil national des universités, on ne parle plus des sciences de gestion, mais des sciences de gestion et du management, pour mettre au cœur en fait du dispositif l'humain, l'individu, avec bien sûr une notion forte qui est le management, hein, du coup aussi la notion de management interculturel. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une volonté très forte d'approfondir finalement les questions psychologiques, les questions comportementales, les questions culturelles au sein des organisations, notamment par rapport aux notions de risque qui étaient avant tout abordées avant sous un angle plutôt financier, économique, et on a vu qu'il y a aussi des risques sociaux, des risques psychologiques, des risques culturels, même dans un domaine qui m'est cher, qui sont les fusions-acquisitions, par exemple. Alors, ouais. Et voilà. Et progressivement, ceci explique que les sciences de gestion, monsieur le sociologue, se sont plutôt orientées aussi vers la sociologie, qui était une discipline à part entière. Et c'est vrai que la science de gestion, finalement, essaye tant bien que mal d'arbitrer entre ces différentes influences pour en essayer progressivement d'en faire sa propre discipline. Alors, si on essaye d'être didactique et pédagogique, c'est aussi le but de cette communauté, est-ce que tu pourrais essayer de nous définir assez simplement ce qu'on entend déjà par culture, d'une part, et qu'est-ce qu'on met derrière aussi le mot interculturel? Parce que Oui. souvent, on y met, enfin, en tout cas, on y voit des questions plutôt liées aux nationalités, aux civilisations en tant que telles, et on verra qu'il peut y avoir autant d'interculturel entre un DSI et un DAF, peut-être. Mais en tout cas, déjà, un petit point de définition pour qu'on Oui. on sache de Alors, quoi on tu as parle. raison. Dans une logique pédagogique, on peut définir finalement une culture d'entreprise comme un ensemble de manières de penser, de sentir et d'agir qui sont communes finalement aux membres d'un groupe social ou d'une organisation et qui vont en fait les orienter, les guider dans une direction relativement commune et convergente. Donc, on peut considérer finalement que derrière la notion de culture, il y a un système finalement de valeurs, de règles, de pratiques relativement organisées, c'est pas totalement abstrait, qui sont finalement partagées par l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Et ce qui était beau dans la notion de culture, quelle que soit la forme de culturelle, on y reviendra peut-être, Erwan, c'est qu'en fait, c'est quel que soit finalement le parcours antérieur des individus, quelle que soit leur histoire, leur origine, c'est leur individualité, c'est qu'à un moment donné, au sein d'un système donné, un groupe social, un groupe culturel, une organisation, une équipe, euh, il y a à un moment donné un creuset commun sur lequel, en fait, on va pouvoir construire ensemble, alors que chaque individu, pris séparément, finalement, ont des spécificités les uns vis-à-vis des autres. Et une fois qu'on a parlé de culture, l'interculturel, ce serait quoi? Est-ce que c'est le fait que ces cultures-là se rencontrent? Est-ce que c'est le trait d'union entre 2 éléments ou la confrontation? Est-ce qu'il y a une Alors, spécificité alors, particulière à tu as raison. l'interculturel, Alors, justement? ce que je trouve très intéressant dans la notion d'interculturel, c'est qu'elle est différente de la notion de multiculturel, que tu connais aussi. Alors que souvent, on a tendance à tout mélanger, en gros, hein, diversité, multiculturel, interculturel. Et en fait, la notion d'interculturel, qui est un mot simple, est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que dans la dimension multiculturelle, c'est un assemblage, une juxtaposition de différentes cultures qui cohabitent finalement, de manière peut-être paisible, de peut-être manière harmonieuse. Mais il n'y a pas rencontre, il n'y a pas interaction, il n'y a pas combinaison, il n'y a pas mixité. Et dans l'aspect interculturel, il y a une dimension communicative, collaborative et interactive beaucoup plus forte et prononcée, où il y a une logique du coup de transformation, qui n'est pas forcément le cas dans une dimension multiculturelle. Et je voudrais là insister sur un point, Erwan, qu'on évoque rarement, parce que je serais tenté de dire que sur l'interculturel, les gens comprennent la notion d'interrelation et de combinaison. Mais paradoxalement, et j'aime le dire, ce qui est le plus intéressant, parce que je pense que c'est contre-intuitif dans l'interculturel, c'est en fait l'effort finalement que cela sous-tend comme questionnement personnel et interne. C'est-à-dire qu'en fait, l'interculturel nous amène à nous poser des questions
sur nos propres certitudes, sur nos propres croyances et sur nos propres valeurs. Et c'est pour ça que je suis quelqu'un qui est très intéressé et très engagé sur la notion de l'approche interculturelle, car naturellement, l'autre est en soi objet de découverte, d'exploration, de richesse. C'est souvent les éléments qu'on met en avant, mais on ne met pas un élément qui me semble encore plus fort, c'est que l'autre nous permet de nous interroger sur nous-mêmes. Il y a un effet Et miroir un effet miroir, on est tous en fait issus d'une histoire, d'une éducation, d'événements qui nous ont marqués dans notre vie et de manière inconsciente, elles guident beaucoup nos pas, nos réactions et qui nous apparaissent très vite comme des vérités révélées. Mmh. Et en fait, la tolérance et le regard de l'autre, au-delà que l'autre peut apporter beaucoup, c'est que ça nous permet de relativiser nos propres certitudes et donc nous permet d'avoir une certaine forme d'humilité par rapport même à nos acquis. Et ça, je trouve ça un élément fondamental dans l'interculturel. Alors, on va y revenir maintenant qu'on a fait ce petit travail de, à la fois définition et d'essayer de situer. Avant de revenir à ton ouvrage spécifiquement, il y a un point, moi, qui m'interroge, c'est que quand on regarde les grands systèmes d'organisation, que connaissent d'ailleurs souvent en économie ou les sciences de gestion, c'est-à-dire le taylorisme, le fordisme, et puis ce qu'on a appelé ensuite le toyotisme, c'est qu'à la fois, il y avait la volonté de trouver un système très rationnel, applicable partout, et en même temps, ces systèmes étaient très orientés culturellement. Très américain, on va dire, d'un côté, très japonais de l'autre, enfin, en tout cas dans l'approche. Et donc, il y avait un peu cette contradiction entre à la fois vouloir faire un système d'entreprise qui dépasse un peu les cultures nationales, et en fait, ces systèmes étaient quand même le produit de ces cultures, justement, nationales. Comment t'expliques, toi, ces... Bah, tu as raison, c'est-à-dire que derrière, bah, ça revient finalement à l'apparence d'universalité qui n'en est pas une. Et tu as raison, il y a souvent, parce que tu vois bien que passer à un stade supérieur, l'interculturel, on n'est pas loin aussi de la géopolitique, on n'est pas loin à un moment donné d'imposer un certain nombre de visions, de représentations du monde. Et je pense que il ne faut pas là, du coup, à mon avis, faire preuve de naïveté derrière l'idée d'imposer des modèles de management ou des modèles économiques, c'est imposer aussi des rapports de force. À partir du moment où on impose un modèle où on détient les cartes en main et les atouts, c'est beaucoup plus aisé finalement par la suite de faire développer nos propres organisations et structures. Et je trouve que la comparaison que tu as fait assez naturelle entre d'un côté un modèle anglo-saxon avec taylorisme et de l'autre côté Fordisme et de l'autre côté le modèle japonais dans lequel on a été, vu nos âges, très sensibilité à un modèle Kanban juste à temps et autres modèles, les modèles de la qualité, il y a derrière, tu as raison, des influences culturelles très prononcées. Et je pense que c'est une volonté des acteurs hein, d'imposer un modèle a priori universel, mais qui est favorable en fait à une culture nationale dominante. Et ça permet d'ailleurs de justifier pourquoi on garde l'idée de culture nationale. Parce qu'on pourrait dire aussi en termes de rhétorique, mais à l'ère de la mondialisation, à l'ère des échanges, est-ce encore finalement pertinent de parler de culture nationale? On voit que s'il y a certainement un brassage des peuples, on voit par contre que les régimes, les systèmes politiques et économiques restent confusément nationaux. C'est Mmh. les États-Unis défendent leurs intérêts, la Russie défend ses intérêts, et on pourrait citer d'autres pays qui ont des rôles majeurs aujourd'hui, de la Chine en premier plan, mais on pourrait aussi parler de la Turquie ou d'autres pays. Donc on voit bien que derrière cette impression de mondialisation, qui, à mon avis, est vrai dans les flux de marchandises, dans les flux financiers, sur le modèle politique, finalement, on reste très proche des cultures nationales. Et Mmh. d'ailleurs, j'en profite pour le dire, regarde finalement dans chaque pays, on garde encore un système élitiste national. Tout à fait. Alors, une question, en tout cas aussi en préambule, même si on a déjà, on est rentré dans le vif du sujet. N'oubliez pas aussi que vous pouvez poser vos questions soit dans le chat ou en tout cas lever la main pour interroger notre invité, peut-être le challenger à partir d'exemples concrets.
Il se trouve qu'on en est à la 8e édition, je le disais en introduction, donc 2024, et tu me rappelais juste avant le début de l'émission que la première édition de ton ouvrage était en 2004. Donc ça fait 20 ans. C'est un des best-sellers chez Duno notamment, l'éditeur de cet ouvrage. J'allais te poser une question simple. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans sur les questions culturelles enfin, interculturelles, et qu'est-ce qui fait que finalement on ait besoin à chaque fois de renouveler peut-être l'analyse par rapport à ça? Ça a été quoi les grands changements ces 20 dernières années que Alors, tu as pu constater? oui, les grands changements, ils sont à deux niveaux pour moi. Il y en a un qui semble assez naturel, mais qu'on vient de rappeler, c'est l'émergence de nouvelles puissances. Et là, je ne vais même pas parler de la Chine qui paraîtrait une évidence. Je te parlerai par exemple de l'Inde, je te parlerai par exemple du Brésil, pour ne citer que, qui bien sûr était évoqué, mais qui était souvent évoqué en disant, ben voilà, en Amérique du Sud, le Brésil, c'est important, on va dire, et on disait l'Inde, grande civilisation, mais très vite, on parlait de l'Asie traditionnelle, je serais tenté de dire. Donc, il y a eu déjà aujourd'hui une prise de conscience collective, parce que tu vois, il y a une différence que les philosophes en parlent ou que les acteurs politiques en parlent. Quand on parle aujourd'hui de monde multipolaire, on comprend tous. Et on voit aujourd'hui que des événements géopolitiques aux quatre coins du monde, tous les protagonistes participent, en tout cas en termes de prise de parole, et que les ondes de choc dépassent l'Occident. Euh, donc c'est un élément important. Mais il y a un autre élément que malheureusement j'aurais aimé ne pas dire, Erwan, mais comme tu me poses la question, je suis obligé de le dire. Je pense que en 2004, il y avait une énorme croyance sur l'Europe. Mmh. Je ne vais pas parler des figures historiques de notre belle nation, qui ont essayé de se créer un chemin sur les États-Unis d'Europe. Mais on voit bien avec derrière l'idée, plus jamais ça, éviter les guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, qui étaient avant tout des guerres européennes. Et il y a eu une logique forte à un moment donné avec bien sûr notre propre histoire, de calquer sur un modèle États-Unis, hein, parce qu'on dit États-Unis, mais il faut voir ce que veut dire États-Unis, des États-Unis, voilà. Mmh. Euh, et je crois aujourd'hui que à, à différents événements, cette croyance a été mise à mal. Je te rappelle le Brexit, qui est quand même pas anodin. Je te rappelle les positions des différents États dès qu'il y a un conflit hors d'Europe, en fonction de l'histoire de chaque pays, en fonction des zones d'influence de chaque pays, en fonction aussi de la proximité géographique de chaque pays. L'Allemagne n'est pas située exactement de la même manière que la France, par exemple. Donc, on voit bien qu'un conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'Allemagne et bien sûr la Pologne voient ça de manière plus impactante et proche que nous, même, par exemple. Donc, le côté va-t-en-guerre est peut-être apprécié différemment selon les zones d'onde que ça peut avoir directement, en fonction de nos populations, donc chaque pays. On voit bien que le conflit israélo-palestinien, c'est aussi une onde de choc. Donc, je crois fondamentalement que l'idée d'une Europe unie, peut-être d'ailleurs c'était même illusoire, homogène culturellement, homogène politiquement, avec un destin commun, était à la base des travaux de l'interculturel de l'époque et donc de mes premières éditions, si tu veux, Erwan. Mmh. Et si tu m'as fait l'amitié de parcourir mes éditions, tu as vu au fil du temps que je m'interrogeais aussi sur qu'est-ce qu'était l'Europe. Tu as vu que s'est greffé à un moment donné des questions sur les frontières de l'Europe. Tu as vu à l'époque, et bon, et l'actualité tu fais renforcer, le débat qu'il y a eu à un moment donné sur est-ce que la Russie fait partie de l'Europe. On aurait pu parler, parce que ça c'était plus récent, le débat sur l'entrée de la Turquie, qui a Mmh. fait l'objet de passions. Même à un moment donné, on parlait même d'Israël, tu vois l'actualité, etc. Je te Mmh. rappelle que ces pays-là, maintenant la Russie est hors jeu, mais était aussi dans les compétitions internationales, Tout à fait. des compétitions européennes, etc. Donc, je crois que c'est ça, c'est-à-dire que
moi, l'élément qui me frappe le plus, parce que ta question est judicieuse, c'est qu'on a parlé beaucoup de mondialisation. Il y a eu un rêve européen qui aujourd'hui est mis à mal, et je pense que même les experts les plus avertis seraient en difficulté pour te répondre de manière facile, aisée Hmm. sur la question. Et moi, c'est ça qui me perturbe un peu, Herman, et je sais qu'on a l'occasion parfois d'échanger ensemble. On remet en cause la question, pour des raisons philosophiques, de l'État-nation en Europe, souvent assimilé à une logique de mouvement réactionnaire. Mais les États-Unis, n'est-ce pas un État-nation? Ce qui se passe en Russie, en Ukraine, n'est-ce pas une rivalité entre deux États-nations? Est-ce que les Palestiniens ne cherchent pas un État-nation? Est-ce que la force du Brésil ou de l'Argentine, même sur la dimension sportive, ne révèle-t-elle pas des aspirations d'État-nation? Et je crois aussi, c'est ça, le Maroc, on cite parfois en exemple, beau pays, n'est-ce pas aussi lié à une histoire forte? La Hmm. fierté de l'Algérie, n'est-ce pas liée Alors, aussi à l'État-nation? sachant que là, on parlait donc des grandes tendances qui sont presque plus macro Oui. ou géopolitiques. Si on ramène ça maintenant au côté entreprise ou culture d'entreprise, quels sont les changements que tu as vus? Parce que je ne sais pas s'il existait une culture d'entreprise, on va dire, européenne. Et je pensais aussi à l'émergence ces 20 dernières années, une sorte de culture start-up. Alors, est-ce que ça Oui, aussi, alors, tu as est-ce que raison. ça fait partie des grandes évolutions que tu as pu Oui, observer ces dernières années? ces évolutions, alors replacées dans un contexte de grande organisation, c'est ce qu'on a pu mettre en évidence. Et là, tu as raison, d'ailleurs, ça fait l'objet d'éléments dans l'ouvrage, et qui n'étaient pas au début, donc c'est tout à fait judicieux, sur les entreprises en réseau. Et en gros, c'est développer une notion, tu as raison, c'est que derrière, au départ, une idée qui était très prononcée dans les années 80 d'une logique de corporate culture, donc de culture d'entreprise, avec cette aspiration universelle, avec des pratiques, des principes qui s'appliqueraient à l'ensemble des organisations, on a vu se développer des notions comme des notions telles que entreprise étendue ou l'entreprise en réseau, où l'idée, c'est que derrière une organisation, se trouvent finalement différentes équipes projets, différentes sous-cultures, où on admet même qu'elles ont leur propre spécificité en termes de valeurs, de principes. Au début, ça a été argumenté sur des logiques de proximité avec des marchés locaux, en disant à un moment donné que ces grandes organisations, ces grands mythes d'entreprises multinationales, grands groupes, n'étaient pas forcément adaptés en termes d'agilité pour répondre à des besoins précis de certains marchés locaux. On sait par exemple que Carrefour a eu des difficultés à un moment donné pour s'implanter aux États-Unis, que Carrefour a été complètement perturbé par les pratiques et les habitudes de consommation, par exemple, de la Chine, ce qui explique d'ailleurs que le mouvement Angleterre, qui est un mouvement d'indépendants, qui était du coup structurellement plus modeste, puisqu'il ne pouvait pas fonctionner par croissance externe, mais plus par croissance interne et par quelques alliances non capitalistes, finalement, a pu finalement tirer son épingle du jeu, notamment dans l'Hexagone, parce que finalement, son périmètre était plus restreint d'un point de vue culturel et en termes d'homogénéité. D'accord. Hein. Et n'oublions pas aussi qu'Auchan, qu'on cite souvent en exemple, n'est pas une entreprise cotée, et donc aussi a une internationalisation beaucoup plus modeste, et que Carrefour, qui a été à un moment donné, il ne l'est plus numéro 2 mondial, a été considéré de la vie de tous comme un colosse au pied d'argile pour ces raisons-là. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, on arrive, et c'est peut-être le problème du chercheur, de pouvoir faire quand même des typologies, malgré tout, de types d'entreprises spécifiques? Est-ce qu'il y a comme ça des grandes familles qui existent ou que tu as pu identifier sur les entreprises? Et si oui, à quoi ça correspond à peu près? Alors, peut-être pas faire toute la liste, évidemment, c'est pas le propos, mais est-ce qu'on arrive encore à faire ces grandes listes? Parce qu'on a l'impression qu'on peut aller le grain. Alors, en pédagogie, on parle souvent de granularité, c'est-à-dire on peut aussi descendre très bas et qu'il y ait autant de cultures ou de sous-cultures que Alors, d'entreprises, en fait. alors, tu as raison que si on commence à prendre la grille de lecture sous-culture, il est évident qu'on va aller face à un monde de plus en plus complexe dans une logique de sous-culture ou d'insuculture. En revanche, il y a des fondamentaux qui restent. Par exemple, ce n'est pas hasard, puisque tu veux me ramener à une dimension gestion ou économie management, que l'innovation frugale, par exemple, est d'inspiration indienne, par exemple. Mmh. Pourquoi? Parce que le modèle indien, en termes de modèle d'organisation et de modèle de management, intègre dès le départ le phénomène de la rareté et le phénomène de la contrainte. Et alors que dans un modèle
occidentale, la rareté est considérée comme une logique de point faible, ce qui est rare, bon, et la contrainte fait rarement plaisir à l'occidental. En fait, dans une culture indienne, la rareté et la contrainte sont des postulats de base qui finalement a amené non pas une innovation plurielle, quantitative et expansionniste, programme R&D, budget, investissement, on raisonne comme ça dans un modèle occidental, mais plutôt dans une logique d'innovation frugale. Et c'est pour ça qu'un beau terme, en fait, que j'aime beaucoup en France, mais qui finalement est peu usité, qui est l'ingéniosité, Mhm. j'adore ce terme, est un terme finalement qui s'applique vraiment bien à la culture indienne, parce que l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut innover en fonction des contraintes? Et pour te montrer, Erwan, que la dimension interculturelle a toute sa richesse et sa place, pour en avoir même, et j'ai eu cet honneur d'en parler avec l'auteur de l'innovation frugale, donc Nadir Raju, c'est qu'en fait, l'élément intéressant dans l'innovation, c'était que frugale, c'était de dire que, en fait, s'intéresser aux marginaux, s'intéresser aux gens qui sont en périphérie, s'intéresser aux pauvres, s'intéresser aux faibles, aux ceux qui ont des handicaps. Et là, on voit bien, moi je trouve ça assez remarquable, c'est une manière aussi, non pas comme on peut l'avoir dans un modèle parfois occidental, on fait le bien, modèle altruiste, c'est aussi innover, car répondre à la marginalité, répondre à des faiblesses ou à des handicaps, c'est aussi créer. Et à un moment donné, et là, on revient, c'est finalement le modèle occidental qui prône en permanence la sophistication, sophistication des organisations, sophistication des produits. Au contraire, la culture indienne va prôner la simplification, la simplicité. Et je trouve que c'est un exemple marquant. Aujourd'hui, tu identifies, alors je ne sais pas si ça se compte de cette manière-là, mais combien de grands types pour toi, parce que tu utilises parfois le terme occidental, par exemple, ou anglo-saxon, donc j'imagine il y a des sous-branches, mais ce serait quoi les grands modèles, selon toi, qui existent aujourd'hui et qui s'imposent en tant que tels? Tu as clairement, si on raisonne sur l'Amérique du Sud, un modèle brésilien qui a sa Mhm. cohérence et sa structure, avec une histoire très riche. Là, pour le coup, imbibé de sous-culture. Ce qui marque le plus dans le modèle brésilien, c'est son optimisme. Ce qui est toujours très frappant quand on s'inscrit dans l'histoire de ce grand peuple, c'est deux choses. Il y a un élément qui saute au nez, c'est cette diversité culturelle, mais structurelle, je serais tenté de dire. Là, pour le coup, avec des apports et des influences multiples. Et c'est un pays qui a toujours eu une certaine forme de fierté, mais qui l'amène à un optimisme sur l'avenir, basé sur une croyance très forte, quelles que soient les périodes difficiles, les contextes économiques plus ou moins délicats, c'est la force qui l'anime. Il y a naturellement le modèle anglo-saxon, qui est marquant parce que finalement, dans ce qui est perturbant dans le modèle anglo-saxon, et on ne le répète pas suffisamment, c'est qu'il est dans toutes les zones géographiques. Il est bien sûr aux États-Unis, mais il est aussi entre guillemets en Europe. Mais on oublie nos amis australiens. Donc c'est un modèle anglo-saxon finalement qui a très tôt eu des influences dans les différentes parties du globe. Et l'élément qui, moi, me marque le plus, c'est ça revient à la question que tu posais tout à l'heure, c'est qu'on aurait pu s'attendre à un modèle culturel européen. J'aurais aimé d'ailleurs te le dire, Indienne. Mhm. voilà. Je suis en difficulté pour te répondre à ça parce que je ne le vois pas réellement. Euh, Même si on peut y mettre des références symboliques, philosophiques, droits de l'homme, tout ce qu'on veut, on voit que la réelle politique fait que les choses sont un peu plus complexes. Si je devais dire, dans la logique Europe, je reconnais, en plus je connais assez bien cette zone géographique, que le modèle germanophone, ou le modèle rhénan, si on doit parler de termes techniques, en reste finalement très marqué. Alors, dans le domaine de l'entreprise, on pourrait parler naturellement de cogestion, hein, Bestimmung, on pourrait parler de dialogue social, d'un rapport au respect au collectif, le consensus. Et moi, ça me marque, pour te dire que ça, je le vis de Et, près. et est-ce qu'on pourrait y adjoindre le modèle de type social-démocrate nordique ou pas, ou Alors, le modèle qui serait social, c'est encore un peu autre chose.
Mhm. Le modèle, ce qu'on oublie souvent dans le modèle scandinave, c'est qu'en fait, ce sont des beaux pays, mais ils reposent sur une population très peu nombreuse. Et moi, si tu le permets, Erwan, je pense que ça peut générer des biais. Je te donne un exemple, parce que j'y reviens. euh, j'ai eu l'amitié de te le dire. Je reviens d'une semaine en Suède et j'ai trouvé, excuse-moi de parler de cet exemple, mais je suis professeur d'université. J'ai eu la chance donc de voir des confrères et donc de visiter des universités suédoises, notamment, hein, grandes, d'ailleurs Stockholm, Uppsala et autres. Et ce qui, moi, m'a marqué, c'était extraordinaire. C'est-à-dire, il n'y a aucun tag, aucun bruit. Des étudiants, même, monsieur le professeur, on se demande même s'ils existent. Tout est beau, tout est propre. Les conditions de travail sont extraordinaires. Et là, me semble-t-il, et ça, c'est sujet à débat, on pourrait dire, mais regardez, messieurs, dames, le modèle culturel est formidable. Je pense que l'honnêteté intellectuelle amènerait à dire euh, que le nombre de personnes dans le pays, hein, je te rappelle, hein, les nombres, hein, la Mhm. Suède, c'est le plus grand pays, et on est sur Mhm. une base 8-10 millions. Donc, enfin, ayons raison garder, hein, l'Île-de-France, enfin, voilà. C'est ça. Donc c'est ça où je suis toujours gêné sur le modèle scandinave, c'est qu'il y a pour moi un tropisme où il y a certainement des choses à retenir, mais comme on ne peut pas comparer un pays de 80 millions d'habitants à des pays entre Mhm. 4, 5. Mais sur le modèle, par exemple, allemand, moi, qui me marque profondément, tu sais très bien que dans l'université, et on pourrait parler aussi des grandes écoles, on est notamment sur une concurrence dite internationale, on a les labels Equis, ACSB, il y a le culte de la publication, on demande même à nos collègues français de publier en anglais, tout ça paraît une évidence. Et là, ce qui est très troublant, Erwan, pour montrer que le modèle culturel perdure, c'est que les grands professeurs allemands, les grands intellectuels universitaires allemands continuent d'avoir leur propre revue, ne sont pas du tout dans le débat classement Shanghai, etc., ont leur propre classement, ont leur propre système de formation. Euh, donc, le statut du professeur en Allemagne est assez saisissant. C'est-à-dire, tu vois, c'est un mandarin, mais pas un mandarin politique, c'est une sommité. Mhm. Mais c'est même extraordinaire à voir, Erwan. Tu vois trois, quatre maîtres assistants autour de la personne, avec une organisation du travail traditionnelle, avec des publications en allemand, etc. Le modèle culturel allemand me marque énormément. On pourrait y ajouter ici ou là l'Autriche et naturellement la Suisse alémanique. C'est qu'en fait, on garde des spécificités culturelles très fortes. Et je te redonne la main, hein, Erwan, on pourrait citer la Chine. Ce qui est très troublant dans la Chine, c'est que la Chine a réussi la mondialisation, mais a su garder toutes ses traditions, tous ses principes et ses valeurs. Et même le régime politique chinois, je m'adresse à un sociologue, serait complexe à définir. Mhm. Bon, Mais est-ce que toi, pour toi, dans notre discussion, il y a quand même une superposition qui est très forte, hein, tu en parlais tout à l'heure, entre des modèles qui sont liés souvent à des États-nations ou proches et le modèle managérial, par exemple, que l'on retrouve. très nettement. Très D'accord. nettement. Je peux te donner, si tu le permets, un Ouais, exemple vas-y, là. vas-y. Le modèle français aujourd'hui encore est régi et gouverné par les grands corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'instances ou d'organisations sont sous un modèle polytechnique, auquel le nom ENA a disparu, mais tu sais, c'est le nom INSP. Mhm. Et finalement, de manière un peu plus compliquée, mais il y a encore une valorisation, une promotion bah, d'étudiants de haut niveau dans l'administration publique, on va dire simplement, ils sont obligés, dans un premier temps, d'avoir une expérimentation sur le terrain. C'est ça fondamentalement qui change. Mais il y a de facto, de manière peut-être un peu différente, mais quand même toujours des logiques de cooptation. Et aujourd'hui, il s'avère que je connais bien cette école. Même tu seras étonné, peut-être, Erwan, parce que tu ne savais pas, tu as naturellement le corps des mines que tu connais, le corps des ponts qui a fusionné avec le corps des forêts. Il y a le corps de l'INSEE, mais il y a des nouveaux corps
auquel le grand public ne sait pas. Il y a le corps de l'armée, mais il y a aussi le corps aujourd'hui dans la police. Il y a aussi des réflexions aujourd'hui en lien avec le droit. Donc, tu vois que ça, ça, ça touche à une conception finalement de l'élite, à une conception de l'autorité qui n'est pas la même. Reste. Et Et alors voilà. justement, la question que je te posais tout à l'heure, une fois qu'on a repéré ces modèles et la conviction que le modèle État-nation se superpose, ou en tout cas absorbe, on va dire, le modèle managérial du pays, est-ce que justement les startups ont fait exploser tout ça et qu'il y aurait une sorte un peu de nouveau modèle qui a tendance à casser tous les codes et qui se retrouverait un peu partout dans le monde ou dans des zones et qui définirait une nouvelle norme ou pas? Est-ce que ça te paraît Alors, oui, alors, est-ce que c'est de l'écume ou alors, non, au non, mais contraire, tu as c'est plus entièrement profond? raison. Bon, il s'avère en plus que j'ai des amis qui sont dans le modèle startup, donc je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et bien, moi, je répondrai en deux temps, Erwan. Parce que je pense que la réponse là n'est pas dans le contenu, mais dans la variable temps. Alors, explique-moi C'est-à-dire que ça. sur le court terme, avec un modèle où on recherche des financements par l'extérieur, dans le cadre d'appels à projets, notamment des financements institutionnels, le projet créatif de départ, et tu as entièrement raison, Erwan a cassé tous les codes. Donc, le code, on passe du vertical à l'horizontal. Le code où tu as raison, il y a un brassage culturel qui sort du cadre des cultures nationales, quelque part. Tout est. Parce que pourquoi? Parce que la start-up du départ, c'est le mouvement. Et le mouvement permanent est paradoxalement antinomique à la culture, qui donne des repères, qui donne des valeurs, qui donne quelque part une stabilité. Je rappelle que la culture a des rôles très importants. Ils ont un rôle de facteur d'intégration, de cohésion, de cohérence, de stabilité. Donc tu as raison, le modèle start-up, notamment dans les premières années, est un modèle de croyance en l'avenir, un modèle d'optimisme basé sur des notions d'exploration et d'innovation qui casse tous les codes et qui permet à des gens basé sur l'enthousiasme et la confiance et une motivation profonde de changer les règles du jeu. Pourquoi, en fait, Erwan, je te réponds sur la variable temps, c'est que devient la start-up après. Et là, la configuration est très différente. Déjà, tu t'aperçois, il y a beaucoup de start-up qui disparaissent. Il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai créé une start-up et j'en ai recréé une autre. Ça ne s'appelle pas totalement une société, ça. Mmh, Ils ne l'ont pas revendu. Tu vois ce que je veux dire? Bon. mmh. Donc, et la start-up qui est devenue une grande entreprise, je pense spontanément à Blablacar, j'aurais pu citer Doctolib, n'est plus totalement dans ce modèle. Donc là où je te rejoins, c'est qu'on peut penser que ça a insufflé un mouvement, mais pour te dire la vérité, je ne citerai pas de nom pour le coup, mais tu comprendras pourquoi. Moi, j'ai vu certains dirigeants de start-up, mais qui avaient réussi lourdement, et au risque de t'étonner, mais je ne pense pas que je t'étonnerai totalement, c'est que leur premier réflexe a été de recruter à des postes de DAF des polytechniciens ou des HEC, et en demandant de la rigueur et un formalisme, parce qu'ils ont trouvé que vis-à-vis de leurs mandants et de leurs banquiers, c'était pas inintéressant, et voire même quand pour certains je mangeais avec eux à déjeuner, ils étaient même fiers de le dire. Ils avaient même la jouissance du start-upper, si tu veux, d'avoir recruté un polytechnicien. Et je te promets que l'anecdote est vraie. Je te crois, et j'en ai rencontré également. Alors, je voudrais Bon. qu'on a parce que le temps file, comme à chaque fois, évidemment, il est déjà 17h40. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, que ce soit dans le chat ou en tout cas poser la main pour, ou en tout cas lever la main, pardon, si vous souhaitez poser une question. Alors, je voudrais prendre deux, trois exemples tout à fait concrets, notamment sur justement les managers. Aujourd'hui, à ton avis, en tout cas, et peut-être dans cette huitième édition, quelles sont les compétences qui te paraissent encore vraiment essentielles pour justement, et qu'un manager doit développer dans un environnement qui est interculturel? C'est quoi les grandes compétences et est-ce que c'est les mêmes d'ailleurs qu'il y a 20 ans? Et quelles sont-elles selon toi? Alors justement, je vais revenir à une réponse que je t'avais faite tout à l'heure et tu vas comprendre le lien. C'est qu'en fait, l'interculturel, dans un premier temps, avait été basé sur une logique de rencontre, d'interaction, d'interrelation. Et donc, naturellement,
les adjectifs qui viendraient à l'esprit, ça serait ouverture, empathie, tolérance, écoute active, compréhension de l'autre. Euh, c'est pas faux. Mais là, puisque on s'adresse à des auditeurs, peut-être à des responsables, à des managers, parce que je pense que ça, ils le savent. Je pense, moi, qui m'a le plus marqué, Erwan, parce que c'est contre-intuitif, c'est, et je ferais presque une réflexion à la Socrate, c'est se connaître soi-même. C'est que moi, ce qui m'a perturbé dans les formations que j'ai pu faire dans l'interculturel et autres, c'est qu'en fait, j'avais des gens de grande qualité qui essayaient de faire preuve de réflexion, d'empathie pour essayer de comprendre l'autre, mais que se comprenaient eux-mêmes. Et quand on ne se comprend pas soi-même, on ne peut pas être totalement ouvert. Quand on ne se comprend pas totalement soi-même, on a peur. On peut le cacher, mais on a peur. La peur, c'est une méconnaissance souvent. Euh, souvent, quelqu'un, même qui a des idées, des convictions très différentes des uns des autres, mais qui a un équilibre socio-émotionnel très fort, voire qui aime sa propre culture, sa propre vision. Aimer sa culture, c'est aussi la critiquer. C'est aussi d'être conscient de ses limites. C'est presque aussi s'en amuser. Je pense que ce type de personne est beaucoup plus réceptive à l'autre. D'accord. Et Je dis l'autre aussi que élément, vas-y. ouais, ça c'est l'élément sur l'aspect d'un manager. Et l'autre élément, c'est aussi, là, ce que je t'ai dit, c'est une conviction profonde liée au ressenti, à l'observation. Et ce que je vais te dire là, c'est un état de fait que j'ai vu à maintes reprises. Je le dis aussi parce que ça peut apparaître contre-intuitif, c'est qu'on pense qu'on peut faire un bon management interculturel au sens de dynamique, au sens d'innovation culturelle, au sens de création d'une nouvelle identité avec les structures en place. C'est-à-dire qu'on ne change rien dans le système, mais on dit, regardez, c'est rigolo, on a aménagé l'espace, il est plus attractif, il est plus fun, il est plus créatif, interactif, stimulant. Bon. Mais ce n'est pas vraiment ça. Je pense à un moment donné, ça revient un peu à ce que tu évoquais, Erwan, sur l'esprit startup, c'est que je pense à un moment donné, quand il y a une volonté de créer une dynamique nouvelle avec des acteurs de nature très différente, parce que comme on l'évoquait tout à l'heure, l'interculturel n'est pas que les cultures nationales. Ça Justement, peut être alors on va y venir l'interculturel, après. ça peut être sur les fonctions de l'entreprise, ça peut être sur les métiers. Moi, je pense qu'on ne parle pas suffisamment de la culture métier, par exemple. Je pense qu'un Alors, de ça va être nos une des problèmes questions vient de après, là. donc Bon. on va en parler un petit peu Donc, après, justement. donc, je pense que c'est dans le mouvement et dans la création. Je pense que les dynamiques doivent être faites sur des projets hors exploitation. Ça doit être des projets basés sur l'exploration, sur l'inconnu, sur l'aventure, sur le risque, qui peut éventuellement générer de nouvelles structures, de nouvelles organisations. Mais s'appuyer sur l'existant permet éventuellement de proposer un cadre en apparence harmonieux, mais ne permet pas, me semble-t-il, de créer de vraies dynamiques. Alors, on a une question en parallèle d'une responsable pédagogique, Marie, mais peut-être tu vas poser ta question, Marie. Il te demande, Olivier, est-ce que tu penses que le travail hybride impacte aujourd'hui les valeurs du management? Mais peut-être, Marie, peux-tu préciser ce que tu entends par travail hybride pour éviter qu'il y ait une confusion si jamais ton micro est ouvert? Oui, bonjour. Bonjour. En travail hybride, j'entendais une partie de télétravail et une partie en entreprise, en fait, par rapport aux organisations et au type de management. Alors, c'est vrai que la question de Marie est importante puisque se pose la question, est-ce qu'après, alors c'est vrai que le Covid a été aussi un élément important, mais aujourd'hui, et on a des managers, on a des directeurs dans l'auditoire là aujourd'hui, se pose la question de se dire, voilà, est-ce qu'on peut maintenir une culture d'entreprise avec des gens en télétravail, avec ces éléments-là, voilà. Est-ce que tout ça a changé pour toi, Olivier? Bon, bah, merci Marie. En tout cas, c'est une question très pertinente parce que on n'en parle pas suffisamment du choc et de la transformation que ça génère. Je pense que le travail hybride pose un vrai débat sur ce qu'on entendait, nous, généralement, par culture organisationnelle, par corporate culture, et sur les notions clés d'éléments d'identification et d'appartenance. Parce que finalement, les éléments d'identification et d'appartenance obéissaient fondamentalement à des rites, à des routines, à des phénomènes d'interaction naturelle, boire le café, rencontrer le collègue dans le couloir, la plaisanterie,
manger ensemble le midi, même quand ce n'était pas prévu, le collègue qui vient à un moment donné dans le bureau, etc. Et il est vrai que l'air de rien, ce travail hybride avec sa nouvelle dimension qui est le travail à distance, a recréé finalement des modèles tayloriens. Quand, à un moment donné, on doit se programmer pour être sur Teams, que, il y a un emploi du temps, un planning, où on a à un moment donné, on doit cliquer là, première visio, deuxième là, visio, on a recréé finalement des procédures qui risquent à un moment donné de créer une marginalisation et un isolement de l'individu, qui à un moment donné, sur le plan purement personnel, a pu y voir un certain nombre d'avantages, une certaine forme d'autonomie, une certaine logique de confort de vie, je pense par rapport notamment aux moyens de transport, mais je ne suis pas sûr que l'individu y a gagné en termes d'éléments d'identification et d'appartenance. Et voire même, moi, ce que je ressens dans différentes organisations que je connais, ça crée un phénomène d'insécurisation lié à l'asymétrie d'information. Parce que je pense que vous l'avez tous constaté, il y a des fois, on apprenait des informations par inadvertance, par à un moment donné un collègue qui parlait, par une discussion un peu spontanée, où à un moment donné, il y avait une circulation de l'information que dans un modèle visioconférence enregistré, etc., la parole est beaucoup moins libérée, et donc on est tous dans un cadre contenu. Pour positiver par rapport à ce que je viens de dire, parce que comme j'essaie de répondre honnêtement à Marie, j'étais obligé de dire ce que je pensais. Je pense que la solution, et c'est peut-être une réhabilitation, passe par la culture métier. C'est que Alors, je est-ce que tu pense, peux nous en dire un peu oui, plus? c'est que je pense aujourd'hui qu'une personne qui était management de proximité, cadre intermédiaire, qui était un maillon d'une chaîne, mais avec un périmètre non défini, je pense qu'il est perdant dans le nouveau système, pour répondre à la question de Marie. C'est-à-dire que je pense que le présentiel, la socialisation, la personnalité de la personne, celle qui rendait des services, qui communiquait avec X et Y, permettait qu'elle fasse partie totalement de l'organisation et de la structure. Je trouve que le travail hybride peut conduire à un risque de marginalisation de cette personne. En revanche, je pense que des gens qui ont des métiers très bien définis, très précis, comme des informaticiens, comme des designers, comme des architectes, comme des experts, peuvent en fait garder les inconvénients, mais aussi les avantages en fait du travail hybride, parce que bien sûr ça peut aussi générer un confort de vie, mais tout en ne perdant pas euh, les repères qui fait sa valeur dans l'organisation. Et je pense que la valeur métier ou la valeur technique, au sens large du terme, hein, la valeur technique peut être aussi, bien sûr, une valeur commerciale. Quelqu'un, par exemple, qui gère des grands comptes avec des clients très précis, en termes de taille, en termes de métier, en termes de secteur, en termes de demande, a sa technicité. Et je trouve d'ailleurs que une technicité se voit. Je pense, moi, que quelqu'un de compétent, c'est mon ressenti, quand il parle, je ne parle pas là de brillance ou pas de brillance, hein, je ne parle pas de richesse de vocabulaire, je ne parle même pas de personnalité, de charisme. Je pense que quand quelqu'un parle, à un moment donné, quelqu'un qui a une certaine forme d'expertise, ça se voit dans la manière dont il s'exprime ou dont il se comporte. Et cette identification et d'appartenance peut permettre de répondre au travail hybride qu'évoquait Marie. Alors, petite question complémentaire sur la question des cultures, alors soit fonction, soit métier, mais est-ce que tu dirais, par exemple, qu'aujourd'hui, dans l'analyse et dans les enquêtes qui ont pu être faites, que parfois elles supplantent des cultures plutôt nationales? Je m'explique, est-ce que alors on va peut-être partir des grandes organisations, parce que c'est celles souvent qui sont les plus analysées, mais est-ce que, par exemple, une culture des équipes informatiques ou des cultures de DAF ou de DRH va être supérieure aux cultures nationales et supplante souvent ces cultures en tant que telles? Indéniablement. C'est que D'accord. sur le modèle startup, je t'ai expliqué les limites par la variable temps. En revanche, c'est pour ça d'ailleurs, Erwan, que je crois à la culture métier, c'est que je pense que les référentiels, les codes, les langages, les savoir-faire, euh, il y a un creuset commun transnational. On pourrait citer plusieurs exemples. Dans l'armée,
un commandant, un général américain, chinois ou français ont des codes communs dans le domaine de la recherche que je connais bien. La codification d'un doctorat, la codification d'un encadrement de thèse, la stratégie de publication, les phénomènes de classement sont des référentiels communs de toute université. Il peut y avoir des différences, mais la hiérarchie même, implicite, mais elle est claire. Tout le monde sait, on ne va pas le dire, mais on dit chers collègues, mais tout le monde a compris la hiérarchie qui est derrière. Donc, dans l'armée, dans l'informatique, dans la recherche, dans tout ce qui, dans un volet technique, à nous après de voir si cette technicité peut s'appliquer à différents domaines, à différents secteurs, mais dès qu'il y a un savoir-faire qui est relativement stabilisé et qui obéit naturellement à un certain nombre de codes, de modes d'expression, de langage et d'action, je pense, tu as raison, ça supplante la dimension nationale. Et c'est, à mon avis, même une voie, à mon avis, à explorer, à approfondir, car souvent, ça je l'ai remarqué, dans une logique, on parle de différences culturelles, souvent avec méfiance, les chocs, les risques, etc. Les gens qui appartiennent au même métier, même s'ils sont très différents, en termes de langue, ne serait-ce ou en termes d'histoire, aiment parler ensemble. Je te disais spontanément quand je suis allé en Suède, pour acheter du pain ou pour gérer la véhicule électrique, j'étais pas totalement à l'aise. Pour pouvoir échanger avec des collègues universitaires, j'étais passionné, heureux et intéressé. D'ailleurs, spontanément, je t'ai parlé de ça. C'est vrai. Je voudrais aborder un dernier point, puisque le temps file. Souvent, on parlait d'interculturel. Bon, quand il y avait des équipes naturellement avec beaucoup de nationalités différentes, par exemple. On parlait beaucoup d'interculturel sur un terrain que tu as beaucoup étudié, qui est celui des fusions-acquisitions. Parce que là, souvent, il y avait un choc de culture. Bien sûr. Et en plus, elles étaient rarement à égalité. C'est-à-dire qu'il y en avait quand même souvent un qui prenait le pas sur l'autre. Et puis, il y en a un aussi, alors qui intéresse aussi, parce qu'on a pas mal d'écoles de commerce ou de business, qui est la partie négociation. Et c'est vrai que c'est souvent un terrain d'étude aussi de se dire, tiens, que les négociations révèlent justement ces questions interculturelles. Moi, une question que je me pose, c'est qu'on voit que les métiers commerciaux et les métiers d'acheteurs se sont fortement professionnalisés Oui. et justement spécialisés. Et est-ce qu'il te semble que justement les cultures nationales sont plutôt moins présentes aujourd'hui qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans dans les phases de négociation et que justement là encore, c'est peut-être plus des cultures métiers qui se sont développées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, un commercial, il va rencontrer bien plus souvent un acheteur dans l'interculturel et c'est plutôt une interculturalité métier qui se pose ou est-ce que pour toi, il y a encore des grands éléments nationaux, Alors, j'allais dire. oui. Voilà. Je me permets juste une anecdote qui permet aussi de te laisser Oui. un peu le temps de réfléchir, mais il se trouve qu'on a envoyé des jeunes dans l'une des écoles de RECA, en l'occurrence Redis Business School, et il y a une compétition internationale de vente qui s'appelle la European Sales Competition, et avec beaucoup de mise en situation sous forme de business game et ainsi de suite. Et il se trouve qu'on avait une jeune qui était sud-américaine notamment, et sachant que c'est une compétition qui est plutôt hollandaise à l'origine, même s'il y a beaucoup de pays d'Europe, mais bref. Et un des jurys qui était hollandais, et je me souviens que la jeune, donc sud-américaine, en fait, avait voulu changer l'ordre de la négociation et du jeu de rôle, et au lieu d'être dans un face-à-face, avait voulu être disruptive et s'était mise à côté du jury, donc en l'occurrence hollandais. Et alors là, ça l'avait mis extrêmement mal. Alors, est-ce que parce qu'elle cassait les codes, est-ce que c'était l'interculturel, ainsi de suite. Mais en tout cas, voilà, j'avais vu de l'interculturel extrêmement fort. Bref, j'arrête l'anecdote, Alors, mais je reviens à ma question. alors c'est intéressant parce que l'interculturel, pour le coup, est très présent. Et ta question mérite analyse et réponse. Je te dirais sur l'interculturel, demande si tu en connais, à des gens d'Air France KLM, ils te diront que même dans des pays européens, les différences culturelles sont marquantes. Et il y a eu des surprises, même dans les rapports de domination. Mais pour répondre à ta question, je pense que tu as entièrement raison si on raisonne sur des modèles de cahier des charges et d'arguments techniques. Mais en fait, ce qu'on oublie dans la négociation, c'est qu'il n'y a pas qu'un objet d'analyse technique, où là, je pense que tu as raison,
il y a une sorte d'harmonisation d'un certain nombre de pratiques, variable prix, cahier des charges, devis et autres. En revanche, il ne faut jamais négliger qu'une négociation, même sympathique, c'est un rapport de force. Ce n'est pas forcément un rapport de domination, mais c'est un rapport de force. Et souvent, ce qui est associé à la négociation, c'est la notion de tactique, pas forcément de stratégie, hein, pas forcément de termes grandiloquents, mais de tactique, oui. Et dans la tactique, le contexte que tu as spontanément évoqué, le nombre de participants et d'acteurs, la position des acteurs ont des conséquences fortes. Il s'avère que je connais assez bien la grande distribution, et notamment une très belle enseigne qui s'appelle Leclerc. Et les acteurs importants de cette enseigne m'avaient raconté une chose très intéressante dans leur rapport avec leurs fournisseurs chinois. C'est justement, en fait, à un moment donné, le modèle occidental, donc français, avait mis leur seigneur, entre guillemets, ils n'avaient pas forcément une barbe blanche, mais les gens confirmés en avant pour montrer, même avec un beau sourire, qu'il y avait du répondant. Et à leur grande surprise à l'époque, ils avaient eu des gens a priori un peu plus jeunes, un peu plus fades, en face d'eux, ce qui pouvait laisser apparaître dans un premier temps une certaine forme de dissonance avec une asymétrie en termes d'aisance et de force. Et ça a été la première grille de lecture de nos camarades français. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un deuxième champ, parce que bien sûr, ce sont aussi des redoutables négociateurs, donc bon, ils se sont aperçus qu'en retrait, il y avait des personnes plus âgées, habillées avec un style beaucoup plus modeste, et on ne comprenait pas pourquoi ils étaient là. Et en fait, ils observaient la scène depuis le début, les comportements, les réactions des uns et des autres. Et en fait, ces négociateurs français se sont rendus compte qu'ils étaient, entre guillemets, presque filmés, enfin, entre guillemets, observés là, et que finalement, ceux qui étaient en face de eux n'étaient pas les vrais décideurs. Donc, je pense que là encore, ça donne une partie noble. C'est pour ça que d'être un négociateur, c'est un métier et qu'il faut des écoles de grande qualité pour les former. C'est pas du tout anodin. Et à mon avis, ça justifie, me semble-t-il, on en avait un peu parlé ensemble à l'époque, Erwan, l'intérêt d'avoir des écoles spécialisées dans la vente, dans la négociation, parce que c'est pas que technique, justement. Et que la compréhension de l'humain, l'expérientiel, là, je t'ai parlé de négociateurs confirmés. Au début, entre guillemets, la ruse a marché. Donc, ben oui, parce qu'ils ont abattu leurs cartes, du coup. Hein, parce que la technique chinoise, c'est de laisser l'occidental délivrer ses forces, et à un moment donné, bah, face à l'émergent, c'est plus difficile, et le chinois n'a pas, entre guillemets, encore parlé. C'est le modèle, bien sûr, de l'observation et du silence, qui est la communication non verbale. On sait tous, c'est une arme redoutable. C'est pour ça que j'aime toujours dire, attention toujours à ne pas caricaturer les méchants américains, l'affrontement, les cow-boys, c'est pas totalement faux. Et les autres, parce que je pense à mes étudiants, le coopératif, l'entraide, non, les Chinois sont avant tout des très grands commerçants. On voit ce qu'ils font aujourd'hui en Afrique. Il y a une dernière dimension que je voudrais aborder, qui est la question générationnelle. Et là, pour le coup, les personnes qui nous écoutent sont souvent confrontées. Toi-même, ça peut être avec tes enfants ou tes étudiants également. Mais on voit bien qu'on a l'impression que là, qu'il y a de l'interculturel Bien sûr. qui se développe, alors, qui n'est pas nouveau, hein, c'est l'intergénérationnel là-dessus. Mais est-ce que tu mets l'intergénérationnel pour toi et du même ordre que l'interculturel? Est-ce que ça renvoie exactement aux mêmes dimensions, à la même profondeur ou Alors, quelle différence y a-t-il dans alors c'est l'analyse? intéressant. Sur les variables d'étude, rapport à l'autorité, rapport à l'autre, rapport à l'incertitude, oui, c'est-à-dire que ces critères sont très pertinents. D'ailleurs, j'aime, il y a des Mais fois… c'est pertinent à l'intérieur d'un pays ou j'allais dire même entre pays ou grandes zones? C'est-à-dire, par exemple, qu'en Europe, on retrouverait des générations, alors je ne sais pas comment on les Ah appellerait, non, mais non, 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 c'est intéressant en termes de grille d'analyse, sur comprendre son jeune, entre guillemets, d'accord. étudiant, fils, fille, etc. En revanche, ils ne sont plus, eux, dans un modèle de culture nationale. Là, c'est le père qui parle, c'est le professeur qui parle, c'est la personne qui est amenée à interagir avec l'entreprise qui parle. Parce que pour la petite histoire, c'est une vraie préoccupation d'un certain nombre de dirigeants et de managers. Hein.
Non, non, ils sont plus du tout dans un modèle culture nationale. C'en est même déstabilisant quand on a, entre guillemets, une cinquantaine d'années. Tu comprends, nous, on se référait à la culture nationale, ne serait-ce pour la critiquer. Mais critiquer, c'est s'en référer. Hein. Mhm. Quand on critique plus, c'est-à-dire que c'est plus le référentiel. Hein. Et moi, à mon grand étonnement, ce n'est plus le référentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça m'a profondément marqué, le rapport à la culture nationale n'est plus le sujet. C'est le rapport, en fait, à une aventure personnelle dans un monde complexe. Et est-ce que du coup, ça rend plus difficile pour les entreprises le fait de fonder des cultures d'entreprise spécifiques ou Bah, finalement... Ah oui, clairement, c'est d'accord. pour ça que souvent on a assimilé, tu sais, ce choc générationnel à une culture aussi de mercenaires. Faut pas y voir qu'un terme péjoratif, mais c'est le côté un peu zapping, c'est-à-dire je travaille dans cette entreprise, je reconnais que vous êtes très correct avec moi, que je suis bien payé, que j'ai un beau bureau, que même le deal est très correct, mais je vous quitte. Mais pourquoi? Mais je n'ai pas à vous dire pourquoi. On a fait en sorte d'avoir des animations. Ton copain, t'es ton copain Henri, t'es bien avec Michel ou avec Josette, etc. Mais ce n'est pas la question. Mon destin, mon ailleurs est ailleurs. Et d'ailleurs, même ce qui me trouve, c'est que la notion de construction ne peut pas être posée de la même manière. Mais il faut aussi être honnête, c'est qu'on ne les a pas aidés. Enfin, je ne sais même pas si d'ailleurs si c'est positif ou pas. Mais quand on leur dit qu'il n'y a pas de retraite, quand on leur dit qu'ils vont changer 25 fois de métier, quand tu parlais de fusion-acquisition, quand à un moment donné, le nom d'une entreprise disparaît pour donner lieu à une autre, quand les startups, j'insiste, se renouvellent fréquemment, hein, sinon ça devient Quand, une société. quand on dit aux salariés qu'ils doivent être acteurs de leur Voilà. métier, de leur... Eh ben, ils ont compris, entre Mhm. guillemets, les jeunes. Et j'insiste, je ne voudrais pas du coup leur donner qu'une dimension péjorative, parce que mercenaire peut être ado. Non, moi ce que je ressens, ce sont des gens qui ont décidé de vivre leur vie. Ils n'ont pas forcément de tendance suicidaire, tant mieux. Ils n'ont pas forcément de tendance dépressive, tant mieux. Mais ça a des conséquences lourdes chez eux. Et la Mhm. conséquence lourde que moi je ressens vivement, d'ailleurs, quelle que soit ma casquette d'autorité, père, professeur, ou à un moment donné, rôle de responsabilité à droite ou à gauche, c'est perturbant. C'est-à-dire que tu ne tiens pas le jeune. Toi, je le vois même encore modestement. Avant, j'ai aidé, parce qu'en plus c'était ma conception des choses, tu sais, pour aider par exemple des jeunes dans leur carrière universitaire. Mhm. J'ai considéré que c'était mon rôle. Donc, tu vois, c'est le côté, j'avais mon imaginaire de mandarin, comme on dit là, comme un Mhm. vieux monsieur de 50 ans. Le jeune m'a dit oui, tant que ça l'intéressait. Et du jour au lendemain, il dit bah, au revoir. Mhm. C'est-à-dire, mon idéal de l'aider dans son cheminement d'une vie professionnelle avec une logique de transmission, qui je pense était un réflexe traditionnel, où là, on peut parler de culture, justement, transmettre une culture, métier ou culture. Bah, ils le font à leur manière. Ce qui explique aussi d'ailleurs, mais sur un autre débat, le modèle hybride. Par exemple, moi je vois aujourd'hui, parce que tu parles de jeunes aujourd'hui qui par exemple ont fait des doctorats brillants, mais qui sont à la fois un peu universitaires, mais ici ils donnent un peu des cours en grande école, mais ils font aussi du conseil. Et puis ils ont pris une année sabbatique. Et quand c'est une année sabbatique, ça peut être l'Inde, ça peut être l'Afrique, ça peut être sur d'autres continents. Et on voit que ça ne leur pose même pas du problème. Et quand moi-même, professionnellement parlé, je dis, mais quand est-ce que tu vas revenir? Cohérence CV, la question ne se pose pas. Mhm. On est dans des nouveaux modèles sur Le ce nouveau type-là. modèle, oui. Chers amis, ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble. Quand on est en bonne compagnie, le temps défile rapidement. Alors, s'il y a des questions, on les prend. S'il y a des personnes qui veulent soit interroger ou faire part d'une expérience, c'est le moment ici, puisque nous allons arriver à la conclusion de cette émission, qui, je rappelle, pourrait être regardée également en podcast. Et surtout, j'incite à la lecture de cette 8e édition donc, de l'ouvrage Management interculturel, pardon, chez Duno. Et sachant que Olivier a aussi travaillé sur, par exemple, le management commercial, la fonction commerciale. Enfin, il y a eu une étude qui est assez large sur ces différentes dimensions. Et puis ceux qui sont plus intéressés par les fusions-acquisitions, il y a eu également des éléments et des ouvrages en la matière. Alors, moi, j'avais peut-être une dernière question sous forme de conclusion, qui fera un peu le pont avec
ce que j'ai dit au début à l'origine avec Max Weber, puisque Max Ah Weber oui, faisait un lien très fort bien sûr. entre la religion protestante et le capitalisme en particulier et l'émergence du capitalisme. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois éventuellement, c'est peut-être un peu les prémices, et je ne te demande pas d'être Madame Irma, mais éventuellement un nouveau modèle, on va dire, économico-managérial qui émergerait à travers un courant, alors soit de civilisation ou autre? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui apparaissent dans les études au niveau plus Alors, tu as international? raison. Oui. Tu parlais de l'Inde notamment, mais voilà. Oui, oui. Alors pour moi, il y a clairement une grille de lecture qui me passionne, qui me semble d'une réalité brûlante. Ce sont naturellement tous les travaux de Serge Moscovici sur les questions de minorités actives. D'ailleurs, on peut observer aujourd'hui, Erwan, que même dans l'actualité, dans les médias, tu regardes, on parle de plus en plus de minorités agissantes, de minorités actives. Et donc, ce passage d'une ère de la majorité, au sens de Tocqueville, rappelle-toi, à une ère de la minorité, me semble aujourd'hui une grille de lecture passionnante pour comprendre le monde moderne et les sociétés d'aujourd'hui, où en fait cohabitent différentes minorités avec des normes spécifiques, avec des valeurs fortes, et qui peuvent en fait à un moment donné perturber le jeu institutionnel et étatique classique. Donc je pense que j'invite les auditeurs qui veulent comprendre la complexité du monde de demain et comment finalement des démocraties anciennes et fortes se sentent aujourd'hui parfois tiraillées dans leurs choix ou dans leur politique. Je pense que la grille de lecture moscovicienne sur le rapport majorité-minorité et la notion de normes et de contre-normes peut être un formidable éclairage. Et sur un volet plus organisationnel, parce que plusieurs reprises, tu m'as aussi évoqué la dimension organisation entreprise, ça va de soi. J'invite là les travaux sur Canon-Latour. Pourquoi? Parce que les intérêts, moi, bon, tu sais que une personne éminente est décédée récemment euh, dans ce courant sur la sociologie de la traduction, c'est qu'en fait, ce courant a comme principal intérêt d'avoir intégré très tôt finalement l'hétérogénéité des acteurs en termes de valeurs, d'intérêts, d'objectifs, a intégré aussi la dimension technique. Je te rappelle la notion d'actant, acteur et technologie. On est vraiment au cœur des systèmes actuels, hein. IA, Internet et autres. Donc, je trouve que la grille de lecture Canon-Latour permet de bien appréhender la place de l'individu face à ce monde hyper connecté et hyper technologique, avec une dimension optimiste qui est finalement de parvenir par un processus très particulier, puisque Canon-Latour évoque différentes phases, je le rappelle rapidement, la problématisation, l'intéressement, l'enrôlement, la mobilisation et l'innovation, pour permettre un processus de convergence avec des phénomènes à un moment donné de controverse qu'au fil du temps, les acteurs actants vont pouvoir en fait réguler pour pouvoir parvenir à un processus commun. Je trouve que c'est assez finalement révolutionnaire et moderne finalement ce courant, puisque on est vraiment, je trouve, à la croisée de ces chemins. On est face à des acteurs multiples, très divers, confrontés à la technologie qui devient finalement leur compagnon de route. Et on est quand même obligé de faire un vivre ensemble. Et le vivre ensemble ne peut pas être que décrété, il doit être une réalité. Cette réalité passe par un modèle économique. Et Canon-Latour, à travers son modèle d'innovation, nous invite à cette réflexion managériale. Alors, je renvoie pour ceux qui ça intéresserait, donc Michel Calon et Bruno Latour. Bruno Latour qui est décédé l'année dernière, je crois, de mémoire, ou il y a 2 ans, C'est ça. et donc sur les théories notamment de l'acteur réseau. En tout cas, un grand merci, mille merci Olivier d'avoir accepté notre invitation. Je C'était un renvoie donc à la plaisir. lecture, alors pas simplement du dernier ouvrage, mais il y en a bien d'autres. Tu parlais des minorités actives, il y a eu aussi un ouvrage, notamment allez voir EMS Édition pour ceux que ça intéresse, ou aussi sur les questions de stratégie d'entreprise. Merci. Et puis le prochain talk Eureka portera c'est celui qui devait avoir lieu le 22 avril, que nous avons dû déplacer au 3 juin, qui portera sur l'IA et le lien avec la pédagogie. Il y a le meilleur acteur, le meilleur ici, copain ou ami en tout cas, du pédagogue. Merci à tous. Je vous Un grand souhaite une bonne merci. soirée et Au grand merci revoir. encore, Olivier. Merci de l'avoir écouté. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à Bonne fin de tous. journée. Au revoir. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci.